Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences au Salon international de l'agriculture pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne pratiquement tous puisqu'il s'agit du jardinage. En France, nous serions 17 millions de jardiniers amateurs, dont 10 millions qui cultiveraient régulièrement un potager. Alors, qui sont ces jardiniers? Quelles sont leurs motivations? Et surtout, que font-ils pousser dans leur jardin? C'est ce que nous allons voir dans un instant avec nos invités. Mais tout d'abord, je vous propose un petit voyage côté jardin. Au cœur du Lot-et-Garonne, 13 fermes qui sélectionnent et multiplient des semences se sont regroupées sous l'enseigne Le Biogerme, mutualisant ainsi les risques de production. Le groupement commercialise près de 500 variétés de semences, potagères, aromatiques, fleurs et engrais verts. Ici, on est dans notre stock. Donc, on a toutes les variétés que nous cultivons et que nous proposons à tous nos clients. Par exemple, ici, on a la variété, la tomate rose de Verne. C'est une tomate succulente, ancienne variété, donc reproductible, et donc avec un goût incomparable. Nous commercialisons en direct chez des particuliers, donc des jardiniers amateurs, qui veulent des variétés qui sont différentes, qui ont du goût, qui sont rustiques, qui s'adaptent. Et chez des maraîchers petits, moyens, qui veulent aussi des variétés différentes et assez uniques. Sandy et Damien cultivent sur une dizaine d'hectares les porte-graines destinées au biogerme. Des semences cajolées de leur naissance à leur récolte. Pour moi, une semence de qualité, donc c'est une semence qui a poussé dans des conditions naturelles, c'est-à-dire que c'est une semence que on a mis en terre, qu'on a accompagnée à pousser, à grandir jusqu'au moment de la récolte. C'est une semence qui n'a pas été speedée par des produits, par du stress. C'est d'abord le respect de la graine et le respect de la semence. Ce modèle-là auquel on adhère à 100%, donc c'est un modèle basé sur l'humain et sur le respect de la terre. Parce que toutes les semences qu'on propose, ce sont des semences biologiques et puis basées sur l'humain aussi parce que dans notre modèle Biogerme, c'est un modèle où on mutualise notre travail, où on mutualise les risques et on mutualise le revenu. L'argent il rentre au fur et à mesure des ventes. On est acteur aussi sur les prises de décision. C'est un modèle de société qu'on défend. Pour moi, le modèle Biogerme est tout à fait généralisable. Alors, pour parler jardinage et jardin amateur, je vous présente nos invités. Jean-Daniel Arnaud, vous êtes membre du conseil scientifique de la Société nationale d'horticulture de France. À vos côtés, Balis Merad, bonjour. Vous êtes administrateur de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs et qui va bientôt fêter, une fédération qui va fêter ses 130 ans, si mes informations sont exactes. Élodie Ararou, bonjour. Vous représentez Jardino. Alors, Jardino, on va dire que c'est initialement les jardins amateurs, mais surtout les jardins de la SNCF, en tout cas des cheminots, d'où le nom de votre nom, c'est ça? Oui, à l'origine de la SNCF. Voilà. Et bien évidemment, comment faire une émission jardinage sur le plateau de Village Semences sans avoir Tom? Tom, c'est notre jardinier. Bonjour Tom. Bonjour Philippe, merci. Je suis très impressionné. Pour la première fois depuis le début de la semaine, on fait enfin une émission tous les deux ensemble sur ce plateau. Eh bien avec grand plaisir. Alors, moi je voudrais d'abord qu'on analyse un peu le phénomène. Balis Merad, on dit 17 millions de jardiniers amateurs, 10 millions qui font plutôt des potagers. Vous expliquez ce chiffre comment? Parce que ça fait pratiquement un quart de la population, un cinquième de la population française. Alors, faut savoir qu'il y a 4 grandes périodes, si vous voulez, dans l'évolution du jardin dit amateur. Première phase, c'est la révolution industrielle, suivie par une seconde qui serait l'entre-deux-guerres, une troisième qui serait les 30 glorieuses, et enfin, à partir de 1990.
L'évolution a été un peu en dents de scie. Elle n'est pas exponentielle, elle n'est pas stable dans le temps. Mais il est clair qu'avec un peu la crise Covid, il y a une demande accrue en jardin, en rapprochement à la nature. Et justement, quand on préparait cette émission, on me disait il est très difficile aujourd'hui d'avoir sa petite parcelle, de pouvoir. Il y a des listes d'attente. Alors, effectivement, il y a des listes d'attente très importantes. Vous avez attendu combien de temps avant d'avoir votre jardin? 5 ans. 5 ans, c'est énorme. Il faut persévérer et j'en appelle un peu aux décideurs d'essayer de développer ça, enfin de libérer un peu d'espace. Ça ne coûte rien à la société, au contraire. On jardine on jardine l'espace. Ouais. Élodie, pour les gens qui ont leur petite parcelle et les adhérents de votre association, il faut aussi attendre 5 ans pour avoir une parcelle ou pas? Ça dépend beaucoup des endroits en fait. Des fois c'est plutôt en milieu rural en fait où il y a plus de place parce que les gens bien sûr ont déjà plutôt un jardin et en milieu plutôt urbain où là il y a beaucoup d'attentes. Après des fois ce qu'on fait aussi c'est qu'on propose de diviser des parcelles par exemple avec du coup... des fois, deux personnes qui s'occupent de la même parcelle ou de faire des plus petites parcelles parce que nous, à l'origine, on a des très grandes parcelles parce que c'est vrai qu'aussi les profils ont changé et il y avait plutôt cette idée de nourrir toute sa famille. Et aujourd'hui, il y a le plaisir aussi de jardiner quand même qui est très important et pas forcément le temps nécessaire pour nourrir toute sa famille. Et ces parcelles, elles sont où pour ce qui vous concerne? Elles sont près des voies de chemin de fer? Alors, il y en a certaines qui sont près des chemins de fer, mais en fait, il y a tous les lieux maintenant. C'est pas du tout uniquement près des chemins de fer. Et si je viens vous voir demain en disant j'aimerais bien avoir une petite parcelle, il faudra que je patiente longtemps? Tout va dépendre. Il y a des jardins dans lesquels on a encore de la place, et puis il y a des jardins sur lesquels il y a des listes d'attente. Et par exemple, les jardins où il y a des listes d'attente, c'est plutôt des jardins qui sont entre guillemets en ville? C'est plutôt, oui, comme je disais, c'est plutôt milieu rural quand même où il y a plus de place, mais ça dépend. On a tout profil. Jean-Daniel Arnaud, le profil de ces jardiniers amateurs que vous connaissez bien, vous à la Société d'horticulture de France, c'est quoi? C'est des gens qui font un retour à la terre, ça peut être des cadres sup, des professions libérales, que sais-je encore? Alors, il ressemble à quoi le jardinier amateur aujourd'hui? Il y a une diversité extrême. En fait, c'est difficile de répondre à votre question parce que entre les agriculteurs, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont toujours un peu de potager, mais eux, c'est plutôt carrément alimentaire. Et à l'opposé, il y a effectivement des cadres, des gens qui se sont mis pour des motivations complètement différentes. Donc on trouve vraiment des motivations et des jardiniers qui ont des profils très différents, qui ont des jardins aujourd'hui en France. Et qu'est-ce qu'on fait pousser dans les jardins amateurs? Alors, le légume phare, c'est la tomate. Vous savez que c'est le premier légume consommé dans le monde, après la pomme de terre qui est considérée comme un féculent. Mais c'est la tomate, la reine des jardins, parce qu'on peut faire dans son jardin des tomates comme on n'en trouve pas sur le commerce, pour différentes raisons, parce qu'on les cueille au bon moment, et si on se donne du mal, on a d'excellentes tomates. Par exemple ? Quelle variété de tomates on peut... Là, on en parlait à l'instant. La rose de Berne a la réputation d'être pratiquement une des meilleures variétés pour une raison, et qu'on ne peut pas trouver sur les marchés, pour une raison simple, c'est qu'elle est très fragile. Et donc, elle est presque incommercialisable. Tom, le jardinage amateur, c'est pas qu'une affaire de retraités, hein? En fait, moi j'ai l'expérience avec 30 000 personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment tout type de jardinier. Et on a des gens qui sont en ville, qui veulent juste cultiver leur plante de basilic sur un rebord de fenêtre, mais le basilic étant une plante fragile, il y a toujours des problèmes, donc ils suivent des jardiniers sur les réseaux sociaux, comme des gens qui sont en quête d'autonomie, en quête de sens, en ayant fait un petit exode rural, en revenant dans des maisons un peu plus grandes avec l'essor du télétravail. Et est-ce qu'il y a eu un effet post-Covid pour le jardinage amateur? Pour le jardinier amateur, je ne sais pas exactement, mais les gens ont envie un petit peu plus de reprendre l'avion, un peu plus de voyager. Le jardin s'en porte un petit peu mal. Je voudrais dire aussi que les jardineries aussi s'en portent un peu plus mal parce que on le voit économiquement, les gens ont acheté beaucoup de mobilier de jardin, ont acheté un nouveau barbecue, ont acheté plein de choses juste après le Covid. Et comme une cuisine, notre cuisine d'appartement, on la change tous les 23 ans.
C'est une statistique, une moyenne. Donc le mobilier de jardin, peut-être pas tous les 23 ans, mais aussi les jardineries se plaignent de ne plus revoir ces gens qui allaient acheter leur jardin régulièrement, leur mobilier de jardin, etc. Donc il y a aussi un petit problème avec l'inflation aussi dans les jardineries. Justement, Balis Merad, est-ce que Covid et inflation, ça incite les gens à jardiner quand même, à essayer d'avoir une parcelle? Indéniablement. Vous, par exemple, de par chez vous, dans le sud de la France, du côté de Marseille? Oui ou non? Je bloque là. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est... qu'aujourd'hui, avec l'inflation, que c'est une bonne idée d'avoir ses propres légumes, ses propres plantes. Il est clair que le jardin dans son ensemble est beaucoup plus cultivé, un peu plus intensément, sur la longueur, c'est-à-dire toute l'année. Mais c'est pas forcément... cet effet inflation, il existe ou pas forcément? Moi, j'ai envie de parler d'une étude qu'on a faite il y a quelques années sur l'intérêt économique des jardins potagers. Et donc, on a fait faire un mémoire qui est téléchargeable sur le site de la SNHF, qui donne beaucoup d'informations sur les motivations. On a interviewé donc des jardiniers un peu de différentes régions et différents types de jardiniers, et en particulier aussi des jardiniers qui sont dans des associations comme Jardino ou la Fédération, pour essayer de savoir quel était l'intérêt économique, mais aussi quelles étaient leurs motivations. Je dirais juste un mot sur l'intérêt économique, un peu la conclusion. On a discuté avec des groupes de jardiniers, et c'était un peu différent chez Jardino et dans d'autres jardins ouvriers, mais grosso modo, c'est un SMIC. Les gens estiment pratiquement que d'avoir son potager, ça leur rapporte le 13e mois, comme ils disent. Bon, alors c'est des calculs qui sont très discutables parce que tout dépend de la surface de la parcelle ou de différents critères, mais grosso modo, on peut dire quelque chose comme ça. Et pour avoir ce SMIC, il faut investir beaucoup ou pas? Ça coûte cher d'être jardinier amateur? Alors, quand on est dans une association, il faut payer une cotisation, ça, ils pourront répondre à leur place. Mais sinon, y a des frais, mais grosso modo, c'est très rentable. Ce qui est le plus rentable, c'est les petits fruits rouges. Parce que là, pratiquement, entre le temps qu'on passe et ce qu'on achète sur le marché, les petits fruits rouges, c'est le plus rentable. Les aromatiques, après le potager, ça dépend des espèces. Élodie, les jardiniers qui vous rejoignent chez Jardino, est-ce que vous les accompagnez? Parce que moi, vous me mettez devant une parcelle, je suis absolument incapable de faire quoi que ce soit avec cette parcelle. Donc, est-ce qu'il y a un accompagnement? Pourquoi pas aussi des cours, des petits stages pour apprendre à jardiner? Oui, en fait, à Jardino, on a 1700 bénévoles à travers toute la France. Et donc, on a des comités, en fait, qui sont soit près des jardins familiaux, soit d'ailleurs pour les personnes qui ont leur propre jardin et qui veulent apprendre à jardiner. Et il y a des animations qui sont organisées, des formations pour apprendre à jardiner sans produits phytosanitaires aussi, parce qu'on a beaucoup aussi cet objectif-là chez Jardino, de pouvoir aussi transformer les pratiques avec des personnes qui jardinent des fois depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'exigence qu'on a vis-à-vis des agriculteurs, on l'a aussi vis-à-vis des jardiniers amateurs? Oui, bien sûr. Et puis en fait, souvent, les jardiniers amateurs, ils sont assez perdus par rapport à tout ce qu'on leur propose, à ce qu'ils trouvent sur Internet. Et en fait, le fait de rencontrer des personnes qui jardinent, avec le fait d'avoir par exemple une parcelle pédagogique dans des jardins, on a des parcelles pédagogiques qui se créent pour pouvoir montrer en fait concrètement comment on peut jardiner sans produits phytosanitaires. Tom, je posais la question tout à l'heure à Jean-Daniel Arnaud sur ce que ça coûte. Quand on démarre, il faut s'équiper. Et c'est vrai que quand on va dans une jardinerie, on a tout de suite la carte de crédit qui commence à atteindre son niveau de fusion. Est-ce que ça coûte cher de démarrer? Eh ben moi je dirais, il n'y a pas forcément besoin d'aller en jardinerie. Allez sur des sites de seconde main, parce que si un outil est disponible sur un site de seconde main, c'est qu'il est déjà stable, qu'il a déjà un outil de bonne qualité. Donc pas forcément besoin d'aller dans une jardinerie. Ensuite, réfléchissez aussi au prix d'un sachet de graines. C'est à peu près le prix d'une salade, à peu près, mais il y a 25 fois plus de graines à l'intérieur d'un sachet de graines qu'une seule salade. Les plants de tomates aussi, on achète un sachet de graines de tomates, il y a 25 graines. On va rarement mettre 25 pieds de tomates dans un seul jardin d'une seule même variété. Donc là, on peut les conserver quelques années s'ils sont conservés dans des bonnes conditions. Donc faire des économies, même en ayant son jardin, c'est possible. Et quand Jean-Daniel disait un SMIC,
on arrive même, si on sélectionne bien les plantes que l'on cultive, on va peut-être pas forcément cultiver les pommes de terre dans son jardin, même si les pommes de terre c'est quelque chose... Il faut un grand jardin alors. Voilà, si on veut tendre vers l'autonomie, on va peut-être plutôt choisir des variétés un petit peu plus rares, un petit peu plus chères. Je prends par exemple la rate ou la virgule. C'est une pomme de terre, quand on l'achète au marché, elle est très chère. Elle a très peu de temps de culture et elle va très bien dans son potager. Balis Merad, est-ce qu'on peut être autosuffisant quand on est jardinier amateur et avoir de quoi manger pour toute l'année? Absolument. Je prends mon cas personnel, j'ai un jardin de 160 mètres carrés et j'arrive à nourrir 4 personnes pendant l'année, c'est-à-dire à faire des conserves, du séchage, de la congélation. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite en Suisse il y a fort longtemps, c'est une trentaine d'années, qui dit la chose suivante, 100 mètres carrés bien gérés permettent à une famille de 4 personnes d'être en autonomie alimentaire pendant 1 an. C'est énorme ça, Jean-Daniel. En travaillant sur les 3 surfaces, hein, c'est-à-dire longueur, largeur et hauteur surtout. Ah oui. C'est vrai pour des jardiniers qui sont de bons jardiniers. Mais il y a beaucoup de jardins où c'est plus difficile et la plupart des jardiniers, quand même, pour eux, c'est surtout un complément à la belle saison. Pendant le reste de l'année, la plupart, bien sûr, achètent à l'extérieur. Hein, et alors, bien évidemment, et on en parlait dans le reportage que l'on a vu au début de cette émission, les jardiniers, ils produisent leurs propres semences ou ils vont acheter leurs petits sachets, comme on peut aussi les acheter ici au Salon de l'Agriculture? C'est une question intéressante. Faire ces semences, bien sûr, pour certaines espèces, ça pose pas de problème. Pour ce qu'on appelle les espèces autogames, hein. C'est-à-dire qu'elles sont des plantes hermaphrodites, hein, et il y a la fleur mâle et la fleur femelle sur la même plante, et elles se reproduisent elles-mêmes. Dans ce cas-là, la descendance est conforme aux parents. Par contre, pour beaucoup de plantes allogames, c'est beaucoup plus compliqué. Donc il y a des gens qui essayent de faire leurs propres semences, que ce soit pour des oignons ou pour des carottes. Mais là, attention, et c'est encore plus dangereux pour les cucurbitacées, parce que dans les cucurbitacées, si vous avez à proximité de vos melons, il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles, hein, sur la plupart des cucurbitacées. Si vous avez à côté la généria, c'est-à-dire des, comment ça s'appelle, les trucs qu'on utilise en Afrique, là, les calebasses, il y a carrément des choses qui sont toxiques. Donc ça peut féconder. Si vous semez ça et que vous récoltez des fruits, vous pouvez avoir des problèmes de toxicité. Alors, Élodie, le jardinage amateur, une affaire d'homme ou une affaire de femme? Alors, c'est une bonne question. Ça, je sais que c'était la bonne question. Alors moi, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, au sein de Jardinot, nous, on a plus d'hommes parce qu'à l'origine, c'est plutôt des cheminots et plutôt des ouvriers cheminots qui étaient chez Jardinot. Mais on a de plus en plus de femmes qui s'intéressent au jardinage et on n'a souvent pas la même manière de jardiner. Et on voit que pour les femmes, souvent, le côté écologique est beaucoup plus important. Et il y a le côté beaucoup économique pour les hommes, en fait. Donc, il n'y a pas les mêmes manières de jardiner. Et alors, est-ce que les jardins amateurs, les jardins partagés, Balis Merad, sont des lieux de socialisation? C'est-à-dire, est-ce que c'est des endroits où, comme la plage, ou tout ça, où les barrières tombent, les barrières sociales, les barrières économiques tombent, on a tous un objectif commun, le jardinage, ou est-ce que quand même il y a le jardinier qui a un peu de moyens, puis celui qui en a un peu moins? Il y a très certainement une entraide. Elle est vraiment réelle au niveau des jardins, c'est vraiment une communauté. La seule différence que je noterai, c'est le niveau de compétence. C'est-à-dire que s'il y a jalousie, c'est au niveau de celui qui a le beau jardin, de celui qui ne l'a pas, ou celui qui réussit telle celui ou qui a telle réussi plante. ses tomates et celui qui les a ratées. Absolument. C'est basique. Tom, Je peux quand même témoigner que quand on est jardinier, on fait aussi toujours quelques plants de tomates de plus. On se dit, c'est vite arrivé, puis on les échange avec son voisin et des choses comme ça. Là aussi, il y a un partage. Et moi, j'ai appris le jardinage avec mon grand-père. Donc, il y a aussi une forme de transmission. Et cette transmission-là, elle est, à mon avis, très importante et elle est sous-estimée dans ce qui se passe au niveau du jardinage. Et vraiment... Moi, j'essaye aussi de transmettre à travers mes réseaux sociaux. On parlait avant de jardinage affaires de femmes, mais moi, il y a beaucoup de personnes au niveau de la naissance d'un enfant qui se disent « Et tiens, si on offrait une qualité de vie un peu meilleure à son enfant », et là aussi, transmettre des produits de bonne qualité, enfin des produits sains. Jean-Daniel, d'un mot? Oui, j'ai envie de parler de la transmission. La transmission, c'est quelque chose de très important. Avoir fait du jardinage quand on était très jeune, c'est très important pour avoir envie de faire du jardinage plus tard. Et les transmissions, souvent, qui sautent une génération, le grand-père avec ses petits-enfants, c'est des choses qui fonctionnent très bien.
Eh bien, merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On l'a vu avec nos amis jardiniers, représentants des jardiniers. C'est avant tout un état d'esprit, une passion. C'est la fin de ce nouveau numéro de Semence Mag. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Village Semence. Et n'oubliez pas que la terre n'est jamais aussi belle, justement, que quand on la cultive. À demain.